Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bande Passante. Du coup, la format un peu spéciale puisque c'est filmé pour que vous puissiez voir notre bonne trogne. Voilà. Je suis avec Hugo, c'est ta première vidéo avec moi sur cette chaîne du coup. Ma première vidéo tout court. Ça va bien se passer. Ça va se passer. Alors, le thème d'aujourd'hui, ce sont du coup les films de genre à réhabiliter. Ils sont nombreux. Voilà les films de genre qu'on affectionne mais qui sont traînés dans la boue par la totalité d'internet et les proto-cinéphiles des cafés. Alors voilà, on en a sélectionné chacun 2 ou 3, voilà, et avec après un tronc commun, des films de genre du coup qu'on trouve sauvagement sous-estimés. Oui, ou même carrément inconnus. Ou carrément inconnus, surtout les tiens. Il y en a un en particulier de moi, oui. Est-ce que tu veux commencer ? Pourquoi pas. Je vais commencer simple avec Evil Dead, je pense. Allez, vas-y. Evil Dead 2013, du coup le remake du coup de la saga, enfin du premier film de Sam Raimi, de la trilogie de Sam Raimi, du coup dont je suis extrêmement fan. C'est vrai. Toi je sais pas, du coup, est-ce que t'as des souvenirs d'Evil Dead en général J'ai vu le 3. T'as juste vu le 3? Putain, J'ai c'est vrai, vu je le t'ai pas 3 montré il y a le 3 ans chez toi. Donc, effectivement. J'ai jamais regardé autre chose que Evil Dead. J'ai vu H contre Evil Dead, toute la série. C'est vrai que c'est plus dans l'ambiance du 2 et du 3. Mais là, du coup, c'est vrai que c'est plus centré sur le premier. Sur le premier, ouais. Voilà, parce que du coup, effectivement, Evil Dead a une réputation un peu particulière. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du 2, on est parti sur plus de la comédie. Sur l'horreur, de la comédie horrifique. Ouais. En particulier sur le 3 après, qui du coup est uniquement ça. C'est vraiment plus une comédie d'aventure que vraiment un film d'horreur. Au fait, effectivement, la plupart des gens du coup pensent au 2 ou au 3 et ne pensent pas au premier. En 2013, Fede Alvarez du coup, est en charge de Evil Dead, le remake du premier, qui a divisé. Le 1 effectivement a mal vieilli et finalement le remake du coup apporte quand même, je trouve, beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses au premier. D'accord. Déjà du coup la volonté de faire du gore, Ouais. du gore assez vénère. Je me souviens qu'il passait le trailer de ce film-là au cinéma, dans des séances random que j'ai vu petit, il est 2013, donc Non, 15 ans, moi j'étais encore sensible à ça à 15 ans, j'étais un bébé. Je me souviens que du coup c'était quelqu'un qui m'avait dit que le premier souvenir qu'elle avait de Evil Dead du coup c'était halluciné. La bande-annonce qui passait en fait en même temps quand on circulait, généralement sur Halluciné il y a toujours la bande-annonce qui passe un peu au-dessus en même temps. En pop-up. Voilà. Et du coup il y avait la bande-annonce d'Evil Dead effectivement avec la musique et la scène que du coup qui est dans la bande-annonce, c'est-à-dire le tranchage de langue avec le cutter. Oui. Qui du coup c'est vrai que pop-up comme ça direct sur Halluciné pendant que tu y es, donc ça devait faire un certain truc. Et du coup pourquoi est-il réhabilité ? Il est réhabilité parce que du coup je sais que beaucoup de gens ne l'apprécient pas. Il n'y a pas Bruce Campbell. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Mais après, vu le ton du film, ça aurait été compliqué je pense. Ok. S'il voulait vraiment faire un truc sérieux tout ça. Bruce Campbell c'est vraiment un acteur qui a souvent joué quand même majoritairement dans des comédies, qui a vraiment un registre plus comique qu'autre chose. Ouais. Et Evil Dead évidemment il y aurait eu de la punchline, il y aurait eu évidemment la tronçonneuse. Tous les codes. Voilà, tous les codes des films, des Evil Dead en général. Le personnage principal qui du coup s'appelle Ash, qui est une jeune fille qui a des problèmes d'addiction à la drogue et qui du coup est amenée dans cette cabane pour se sevrer. Et du coup voilà, ils ont une bande de potes qui est là pour l'aider elle et pour éviter de la faire replonger. Donc ça part d'une bonne intention. Ça part d'une bonne intention effectivement, mais effectivement, il faut que la cabane soit ait un problème. Ouais. Le concept est très similaire au final. très similaire au premier. D'un ton complètement différent. Dans un temps complètement différent. D'accord. C'est pas Sam Raimi à la réal, donc voilà. Et le gore, j'ai même vu des critiques qui disaient que le gore était trop poussé et qu'on se rapprochait plus d'un Hostel que vraiment d'un Evil Dead. Alors je suis pas foncièrement d'accord avec ça, dans le sens où pour moi, la comparaison était souvent faite avec Hostel. Hostel par exemple c'est du gore gratuit, c'est vraiment du torture porn classique, je veux dire de bas étage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien Hostel, mais pour moi personnellement je trouve que on se fait chier et c'est juste dégueulasse pour être dégueulasse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt quoi. Il n'y a pas d'intérêt en fait je trouve à Hostel. Contrairement à Evil Dead où effectivement ça reprend vraiment des codes des films du coup, les films de l'époque, des films des années 80, des films des Evil Dead en général, et ça prend vraiment le premier à la sauce 2013 quoi. Peut-être aussi il souffrait un peu de l'époque parce qu'il y a beaucoup de remakes notamment sur The Thing qui sortaient à cette époque-là, qui est une purge absolue d'ailleurs, le remake de The Thing. Voilà, donc peut-être qu'il était aussi aligné avec les autres dans le tir croisé, mais peut-être qu'il souffre de ça aussi. Ah oui, je pense qu'il a souffert de l'époque où il est sorti, c'est sûr. Il y a Folie des remakes qui n'est pas terminée. Malheureusement. Mais il y avait déjà. Il y a un The Thing qui va sortir, d'ailleurs. Quoi ?
Il y a un The Thing qui va sortir, un remake par le mec qui a fait Halloween Ends et tout là. Merde. On est content. Hein. C'est pas bon ça. Bah moi du coup j'ai sélectionné Die Hard 2 parce que le 1 et le 3 du coup sont de John McTiernan, ils sont des chefs-d'œuvre d'action évidemment, et j'ai grandi avec les 4 premiers. Mais il me semble quand même que le 2 il se fait un petit peu balayer sur le côté. Tout à l'heure je t'ai demandé ce que tu connaissais de Die Hard 2 et tu m'as dit que c'était la scène. La scène du siège qui est éjecté Oui. dans le. Voilà. La scène d'éjection du. Un effet relativement dégueulasse. passable. Non, il est atroce, hein, vraiment, il est atroce. Bruce Willis qui se torsionne. J'ai été plus gentil que toi. Il est vraiment dégueulasse. Mais voilà, en fait, c'est un peu ça le problème avec Die Hard 2, c'est que les gens se souviennent de cette scène-là, alors que le film est complètement passable, et même passable, et je trouve qu'il s'inscrit dans cette ambiance des années 80. Le film en lui-même, et dans mes souvenirs, j'avais pas passé un mauvais moment, hein, c'était pas. Voilà. Mais c'est juste que pour moi, c'était en dessous des autres Die Hard, quoi. C'est ça, en fait, le problème, comme je disais tout à l'heure, du coup, c'est que le premier, ils l'ont transformé en concept, en fait. Genre, le 2, c'est pareil, McClane, au lieu d'être dans une tour, il affronte des mecs dans un aéroport et doit encore sauver Molly Gennaro, sa femme. Mais ce que du coup je disais, c'est qu'ils utilisent super bien le concept de l'aéroport. C'est que voilà, il doit sauver Molly qui tourne dans un avion en fait qui va bientôt plus avoir d'essence, et il doit tout mettre en œuvre pour essayer de sauver sa femme. Et justement à travers ça on voit une scène où un avion se crache parce que les terroristes ont enlevé les lumières de la piste d'atterrissage, et John McClane sort avec des flambeaux en mode atterrissez pas ici, l'avion se crache et c'est terrible, et puis on voit John McClane au milieu des débris avec la poupée d'une fillette pleine de sang, et en mode qu'avons-nous fait. Et je sais pas, je trouvais que c'était vraiment sympa, et c'est une bonne continuité du premier en fait. C'est pas un renouvellement, mais du coup je trouve que ça rentre plus dans l'univers Die Hard que le 4, qui est pas mauvais, mais que j'aime moins à cause de ça aussi, tu vois. Il y a moins ce côté, le méchant est un terroriste qui veut juste libérer un mec de prison, et il savage la moitié d'un aéroport. Oui, c'est vrai qu'après le 4, effectivement, c'est pas... Il est différent. Il est différent, je l'aime bien, personnellement, mais c'est vrai qu'il est différent, il surfe un peu trop sur la vibe... Remake, oh mon dieu, les nouvelles technologies. Ouais, le méchant, c'est un hacker. Le hacker. Et du coup, McClane, il connaît pas grand chose, donc voilà. C'est ça, ouais. C'est ça. Bah, du coup, magnifique van sur Star Wars d'ailleurs aussi. Donc... Oui, bah oui. Du coup, il est évidemment pas à tenir au même rang que ceux de McTiernan, évidemment, mais je trouve que c'est un bon épisode filler, une bonne aventure comme ça qui se déroule. Ouais, c'est un peu ça, hein, c'est vraiment plus une espèce d'aventure à côté. Donc, pour enchaîner, je voudrais parler d'un film que j'aime beaucoup, qui du coup n'est pas trop apprécié, mais considéré comme un sous-Mad Max, un espèce de clone de Mad Max inférieur très étrange. Qui s'appelle Doomsday, sur lequel j'étais tombé un peu random dessus à la télé, et c'est vrai que ce film est bizarre. Okay. C'est un concept très étrange. Il y a un virus qui s'est répandu en Écosse, qui a tué 90% de la population, tout ça, et qui du coup, la plupart des gens se sont regroupés dans une seule ville, qui est barricadée. Ok. Bon, ça c'est le postulat de base. Et on envoie une équipe d'élite à l'extérieur, parce qu'apparemment, il y aura des gens qui auraient survécu à l'extérieur. Voilà. Okay. Il y a des zombies en fait. Voilà, ils sont infectés, mais c'est pas. C'est pas trop un film de zombies, c'est ça qui est marrant. En fait, c'est surtout l'extérieur qui est contrôlé par des pillards en fait. Genre vraiment la bande à Mad Max, celle du 2, hein. Du coup, voilà, des punks du coup à crête. En cuir bizarre. Voilà, qui font des rituels un peu chelous. Genre, il y a du French Cancan à un moment, genre, qui sort de nulle part. Ok. Dans le camp des pillards, justement. Et ce film, voilà, est bizarre parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de comparaisons avec Mad Max parce que voilà, il y a des pillards à l'extérieur et du coup, l'héroïne se trouve coincée dedans, doit s'échapper. Mais c'est pas le seul truc parce qu'effectivement, si elle a été envoyée dehors, c'est parce que justement, il y a peut-être un sérum, un vaccin pour soigner ce virus. Et qui se trouve dans un endroit que je vais appeler le Camelot post-apo, qui est... Oui, c'est très étrange. Parce qu'à un moment, elle tombe en pleine forêt, quand elle a échappé au pillard, sur des mecs en armure, sur des chevaux. Et en fait, elle se rend compte que le mec, le sérum, du coup, il vit dans un château, qui est Malcolm McDowell. Ça, c'est très cool. Et la fin que je ne spoilerai pas, du coup, quand vous avez envie de le voir. Ouais. Et ce film, pour moi, est à réhabiliter parce qu'effectivement, on considère que c'est un sous-Mad Max parce qu'il chope pas mal des codes. Hein. C'est-à-dire que voilà, les pillards punk, l'ambiance, voilà, qui sont cannibales d'ailleurs aussi. Hein. Ah, à noter. Et on considère que c'est un sous-Mad Max. Et moi, je trouve pas tant que ça parce qu'effectivement, le film a beaucoup d'idées.
beaucoup de trucs qui vont un peu dans tous les sens, qui maîtrisent pas trop hein, de temps en temps. Hein. C'est-à-dire que l'aspect justement un peu médiéval post-apo aurait pu être un peu plus poussé, les pillards pareil. Okay. C'est vraiment plus, on dirait plus un jeu vidéo avec un enchaînement de niveaux en fait. Ah. Ouais, ben, voilà. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça que je comprends dans les critiques, c'est qu'il n'y a vraiment pas de moment où on se dit oh cohérence. Ouais, ok. C'est le bordel. Ça peut paraître le bordel quand je résume, mais en vrai le film est très fluide. Et comment t'as dit que ça s'appelle Doomsday. Doomsday. Ok, moi ça me fait penser juste à Doom, genre le film avec The Rock, l'adaptation du jeu. Donc Doomsday, c'est on sait à quoi s'attendre en tout cas. On sait à quoi s'attendre. Okay. Mais il y a de l'idée, il y a beaucoup de. On est surpris en fait en traversant le film, en traversant les différents environnements, entre les différents personnages. On est surpris parce que c'est vrai que quand on lance le film, on s'attend pas vraiment à ça. Ok. Il vaut mieux un film qui arrive pas trop mais qui tente qu'un film qui fait rien. Voilà. Une scène d'un mec qui se fait cuire aussi. Voilà, je dis ça comme ça. Qui se fait cuire. Oui, littéralement, qui se fait manger directement. Très. Le côté cannibale du coup. Oui, c'est une scène qui m'avait bien marqué à l'époque. Ah yes. Parce que je m'y attendais pas. Alors toi tu es dans le côté un peu glauque et un peu violent. Moi je suis dans le côté tout doux parce que maintenant je vais parler de un film de Robert Zemeckis qui est le dernier film de sa trinité de la 3D, qui est du coup le drôle de Noël de Scrooge, l'adaptation de 2009 de Christmas Carol de Charles Dickens. C'est un des mythes fondateurs, on va dire, de la culture fantastique, on va dire. Parce que voilà, c'est le voyage initiatique d'un vieillard qui a une vie atroce, il est horrible avec tout le monde, et il est très très riche, mais en fait, Noël symbolise tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire la bonté pure, donner de l'argent aux gens qui forcément, de son point de vue, ne le méritent pas, et il refuse de passer Noël avec sa famille, voilà. Et en fait, le livre raconte l'histoire de ce vieillard avec trois esprits, un esprit du Noël passé, présent et futur qui vient le visiter en fait en une seule nuit et qui vont essayer simplement en lui montrant les choses de le faire changer. Donc le Noël passé va lui montrer les exactions qu'il a pu commettre, le présent, tous les gens qui souffrent à cause de lui, et le futur, à quel point il ne sera pas regretté une fois parti. Voilà. C'est un truc qu'on a vu, enfin c'est un conte qu'on a vu quand même. Adapté énormément de fois, on est d'accord, que ce soit avec Picsou, les Muppets, les Simpsons. Les Simpsons, exactement. De toute façon, ils ont tout fait les Simpsons. Mais du coup, voilà, ce qui est très intéressant avec cette adaptation de Robert Zemeckis, déjà, c'est ça réel. Parce que Robert Zemeckis, il a été beaucoup pointé du doigt pour cette trilogie, donc qui compte le Pôle Express, Beowulf et Scrooge. Ah oui, putain, c'est lui Beowulf. C'est lui aussi, oui. Ah, parce que j'ai vu que le Pôle Express du coup dans le truc. Et c'est vrai que c'est un peu uncanny maintenant. C'est un peu uncanny. Mais malgré tout, qu'on aime ou pas le Pôle Express, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il y avait une sorte d'ambiance. Ah oui, j'aimais beaucoup le film. Ouais, bah j'aime beaucoup le Pôle Express encore aujourd'hui. Hein, mais, ça fait trop longtemps. Moi. Mais du coup, comme a pu le dire le fausseur de film avec sa vidéo sur Beowulf, en fait, A Christmas Carol, donc qui est son dernier, a un petit peu la même veine expérimentale en fait d'utiliser l'environnement 3D quoi, pour en fait embarquer la caméra et le spectateur dans une mise en scène absolument dingue. Genre vraiment, on virevolte, on vole au-dessus de la ville, on passe à côté de trucs, on est plongé au cœur de la ville. Le film a été pensé pour être vu également en 3D. C'est le meilleur système en fait 3D pour un film que j'ai déjà vu. En fait, je l'ai découvert en 3D et maintenant que j'ai plus le système 3D chez moi, je ne regarde plus le film parce que la 3D fait 50% de la narration. Et c'est rare des films. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est quand même très très rare parce que généralement, c'est vrai que la 3D ça fait plus gadget. C'est exactement ça. Ça fait plus gadget. Et en fait, il utilise un petit peu la même manière qu'Avatar de Cameron, dans le sens où c'est vraiment pour s'immerger. Ouais. Et pourquoi je pense que l'immersion est importante dans ce film-là, c'est parce que c'est un message qui est assez universel déjà. Donc c'est pour qu'on se mette tous à la place de ce vieil homme, mais aussi parce que c'est un film d'horreur. Parfois, il y a des scènes d'horreur parfois et qui m'ont vraiment marqué quand j'étais gamin. Et en fait, cette immersion, elle marche aussi parce qu'il y a une ambiance très très étrange dans le film. On s'attend vraiment pas à ce que Zemeckis tente des trucs comme ça dans un film pour enfants. Il y a une scène où il monte dans sa maison. Où tout est géré en fait dans l'obscurité. Il monte les escaliers, son ombre est projetée à l'Nosferatu. Il s'enferme dans sa chambre qui est extrêmement haute. En fait, la caméra est très très haute et lui il est tout petit, un petit peu comme dans Oggy et les cafards. D'accord, je vois. Et en fait, il entend quelqu'un monter à l'escalier, pas à pas, en traînant une grosse chaîne derrière lui. Et ça dure bien 2 minutes le build-up de la scène et on ne sait pas ce que c'est jusqu'à ce que ça arrive avec la porte, tu vois. Et tout ça, c'est mis en scène de manière ultra flippante, ultra fantomatique. En fait, limite, si t'avais vraiment une action divine
c'est très souvent filmé du haut. Et le film en fait est vraiment jonché de trouvailles. Il dure 2 heures et c'est 2 heures de trouvailles absolues. La musique elle est fantastique, c'est Alan Silvestri. Et la performance de Jim Carrey elle est insane. Vraiment le Scrooge est très drôle, il est très cynique, très drôle. J'ai vu des extraits effectivement, Ouais. je trouvais que ça passait bien. Ouais. Bah franchement c'est mon film de Noël préféré et c'est un de mes dessins animés préférés encore aujourd'hui. Enfin Robert Zemeckis, il est vraiment passé sous silence malheureusement dans ses trouvailles 3D. Et je trouve que contrairement à Pôle Express et Beowulf où en effet c'était plus des films pionniers que des bons films, je trouve que Scrooge est les deux à la fois. Et vraiment c'est un film dont j'entends très très peu parler, qui est souvent pointé comme le meilleur des trois. Souvent les gens sont... Souvent mieux Pôle Express moi. Ah ouais? Ouais. Bah peut-être à une autre époque parce que c'est vrai que maintenant tout le monde se dit que c'est un peu cauchemardesque à retrouver. C'est ça, maintenant il y a un peu la culture du cauchemar avec Pôle Express. Mais en tout cas je trouve de très loin que c'est le film qui met le mieux cette ambiance victorienne un peu cauchemardesque. Vous pouvez tous les solos maintenant. Ouais, vas-y. Okay. Ouais. Le Retour des Morts Vivants 3. Le Retour des Morts Vivants 3. Le Retour des Morts Vivants 3. Enfin, c'est Return of the Living Dead. Il y a vraiment une thématique à ta sélection. C'est Halloween donc ça marche. En plus, mais non, c'est juste que je l'ai vu récemment du coup. D'accord. Assez intrigué. Return of the Living Dead, c'est. En fait, le premier Return of the Living Dead était un peu vu comme une parodie des films de Romero. D'ailleurs, ça se voit quand on voit le film. Le premier, c'est pour ça que je parle pas du premier, parce que le premier, je l'aime beaucoup, mais c'est pas un film qui est foncièrement bien foutu, dans le sens où il est long. Le build-up est bien long, bien trop long. Oh, putain, qu'est-ce que je me suis fait chier. Il est pas long, pourtant, le film, on a vraiment l'impression de passer 3 heures dedans. Ouais, je vois. Parce que vraiment, le début, c'est vraiment une conversation en mode putain, qu'est-ce qu'on fait du baril? Putain, c'est quoi ça? Genre, oh, putain, c'est chiant. Genre, t'es juste en mode, je regarde un film de zombies, je veux des zombies quoi. Et mais ils arrivent du coup sur un morceau de rock absolument incroyable et des animatroniques qui sortent de tombes en ouvrant la bouche. C'est très drôle. Cool. Voilà. Il est cheap. En vrai, il est cheap, mais il est drôle. Il y a vraiment une identité et ils ont vraiment voulu faire quelque chose de comique en fait. Ah, ok. Zombies, voilà. Et du coup, le 3. Je parle pas du 2 parce que je ne l'ai pas vu. Et on s'en fout du 2. On s'en fout du 2, il m'intéresse pas des masses. Alors ils ont un lien, c'est juste le baril. Okay. Sinon les histoires n'ont pas de connexion, en fait les personnages n'ont pas vraiment ne se croisent pas. Et en fait c'est l'histoire d'un jeune biker, voilà, et de sa copine. Avec son père, il a une relation un peu conflictuelle, parce que voilà, il est un peu un rebelle, son père n'approuve pas sa petite amie. C'est la merde. Et mais fun fact, son père bosse dans un centre de recherche gouvernemental très secret qui est pas très loin du coup de leur maison. Tout ça, on voit que du coup ils bossent sur le liquide qu'il y avait dans le baril et ils font des expériences en mode est-ce qu'on peut contrôler les morts vivants? Est-ce qu'on peut déjà réveiller un mort et est-ce qu'on peut le contrôler? Très très bonne idée. Voilà. Ce qui marche au début parce qu'ils arrivent à le réveiller, mais effectivement le contrôler c'est un autre délire. Ouais. Ils tuent 2 scientifiques dans la salle et puis ils se disent merde. Et là la propagation. Et non. Non. Et non, ils arrivent à la contenir dans la pièce. Mais et là, commence et là t'es en mode, mais putain, mais je regarde un film de zombies et ils arrivent correctement à contenir l'épidémie. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas satisfaisant du tout. Pas du tout. Et au même moment, le biker, justement, on y revient, et sa copine, du coup, décide de s'introduire en douce pour savoir ce qui se passe dans ce labo en volant parce que du coup, préalablement, le gosse avait volé le pass du père. Voilà. Et pas du très coup, bien élevé. Et oui, et du coup, il découvre ça, que du coup, mon dieu, il y a des zombies, tout ça. Et il se barre en moto, et là, patate. Un camion qui arrive, chute, et mort de la copine. Il se brise la nuque sur un arbre. Ok. Et du coup, lui, il s'en sort indemne, mais du coup, oh mon dieu, elle ne se réveille pas, c'est le problème. Ouais. Et il décide de la ramener. avec le liquide qui se trouve dans le laboratoire. Ok. Du coup, il retourne au laboratoire, il la réveille, tout ça, et oh mon dieu, ça marche. Mais elle revient, mais pas en zombie. Mais petit à petit. Mais petit à petit, ça change. Ah, pas mal. Et effectivement, après, voilà, elle arrive à la réveiller, et enfin, il arrive à la réveiller, c'est pas l'inverse. Et il est trop content parce que du coup, elle est en vie, elle est en mode ouais, il s'est passé quoi? Et du coup, il s'enfuit et il se rend compte qu'effectivement, elle a un petit problème. Ouais. Voilà. Donc c'est quand même un film qui parle de deuil et de... En vrai, ouais, c'est ça qui est intéressant par rapport au premier, où ouais. c'est vraiment juste un film de zombies, où genre, voilà, où d'ailleurs le vrai délire connu du premier, c'est les zombies qui sortent avec du rock, donc c'est drôle, et une meuf qui se fout à poil au milieu, du coup, voilà, c'est thématique drôle, du premier, voilà. Ouais. Mais le troisième, effectivement, on voit qu'ils ont voulu partir dans une direction qui est quand même assez différente du reste, et ils ont vraiment voulu raconter quelque chose une histoire de zombies assez, voilà. On est quand même sur une histoire d'amour entre un humain et un zombie du coup qui est en train, voilà. Ça bien fait avant. Un peu DeviantArt, ça. Mon dieu, oui. Mais surtout, je voulais parler de Warm Bodies, qui est pas un film qui est, c'est un film de merde. Enfin, personnellement, Ok. je suis peut-être un peu dur, mais c'est pas ouf. C'est Twilight avec des zombies, c'est pas ouf.
Ah non, dit comme ça, non. Voilà. Du coup, je trouve que le concept est très similaire, dans le sens où, effectivement, dans Warm Body, c'est un zombie du coup, qui tombe amoureux d'une humaine, voilà, il se passe des trucs. Et du coup, là, c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui est en train de se transformer et qui du coup, le personnage principal essaie de la protéger au plus possible. Ouais. Et elle essaie aussi de lutter contre, du coup, sa nouvelle nature, du coup, en s'automutilant. Oui, en fait, c'est un concept un peu bizarre dans le film, c'est qu'en fait, souffrir, ça l'empêche d'avoir faim, en fait, techniquement. Ça lui fait penser à autre chose. Ok. C'est très étrange. Et film qui devient très vite assez, je vais dire extrême, mais en vrai, c'est relativement, les effets sont relativement cheap, en vrai, même s'il y en a certains qui m'impressionnent. Mais du coup, voilà, elle s'automutile constamment et effectivement, au bout d'un moment, ça devient, voilà, bon, elle se fout des clous dans les mains un peu partout. Bref, c'est spécial. C'est spécial. Ouais. Et du coup, je trouve ça surprenant, effectivement, cette thématique du coup de s'accrocher à son humanité en se transformant en zombie, qui était quelque chose qui était abordé plutôt à l'inverse, en fait, du coup, à l'époque, dans le sens où c'était majoritairement les gens qui étaient déjà zombifiés. Qui du coup se rappelaient de choses de leur vie passée ou qui du coup voilà, c'était juste des bribes, des étincelles d'humanité, alors qu'effectivement là c'est l'inverse, c'est vraiment genre juste essayer de se retrouver alors qu'on devient littéralement autre chose en fait. Voilà, c'est vraiment essayer de se raccrocher à ce qu'on est. Et c'est vrai que c'est une thématique que je trouve très étrange d'avoir abordée dans Return of the Living Dead 3, qui est quand même des films qui sont plutôt, voilà, le premier c'est vraiment clairement une comédie qui va un peu, voilà, c'est vraiment clair pour déconner quoi. Le 2, je peux pas vraiment me prononcer dessus, mais bon, de ce que j'ai lu c'est la même chose. Et le 3, effectivement, ouais, ils ont tenté un truc comme ça, random. Ok. Alors maintenant du coup, les films qu'on a sélectionnés nous deux, voilà, qu'on est d'accord pour défendre corps et âme, on va commencer par un classique, un facile, Spider-Man 3. Voilà, conclusion de la trilogie de Sam Raimi, encore lui, toujours là. On l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup, Sam Raimi. Donc voilà, Spider-Man 3, on est d'accord pour dire qu'il est quand même traîné dans la boue depuis quand même pas mal d'années. Les deux premiers sont mis sur un podium. C'est vrai que j'ai été assez surpris que tu m'en parles, parce que moi c'est vrai que j'avais toujours un très bon souvenir en fait du 3 et en fait c'est récemment quand tu m'en as parlé qu'il a une réputation un peu de merde. Tu savais pas qu'il avait une réputation de... Bah pas tant que ça. En fait je savais du coup effectivement qu'il était pas foncièrement... moins apprécié que les autres, mais je pensais pas vraiment non plus qu'il avait été traîné c'est assez honteux, ouais, vraiment, les gens, en fait, depuis qu'il y a les mimes de Bully McGee ou des trucs comme ça, tu vois, enfin, c'est très très drôle, mais en fait j'ai l'impression qu'ils sont vraiment passés à côté de ce côté ultra Sam Raimi-esque du 3, pour dire vraiment, mais on va dire comme sur internet, la prod elle est partie en couille, Venom il casse tout, et du coup il n'y a plus rien qui fonctionne dans le film. Alors que je trouve que concrètement, ce qui fonctionne pas dans le film, ou un peu moins, c'est le trop plein de méchants. Mais ce qui se passe avec Venom, je trouve ça super intéressant. Et pourquoi ? Parce que je trouve qu'un petit peu à la manière qu'avait Peter Jackson de faire des trucs un peu bizarres sur le Seigneur des Anneaux parfois, tu vois, Sam Raimi, il fait partie de ces auteurs-là qui a réussi à parler d'une mythologie qui dépasse Spider-Man, tu vois, un truc qu'il a, voilà, mais il a su l'adapter à sa sauce en fait. Oui. Parce que comme Peter Jackson, il vient d'un milieu un peu fauché de la comédie pure, de la comédie d'horreur, pardon, pure. Et on voit pas du tout ça coller avec Spider-Man. Pourtant, les deux premiers, ça marche très bien. Et dans le 3, c'est là où il est allé le plus Raimi-esque en fait. Genre vraiment, je pense toute la séquence où Tobey Maguire, enfin le Peter Parker devient sombre et edgy, la mèche, il le fait de façon premier degré, mais il y a des scènes terrifiantes, notamment la scène où il est en bar et qu'il fait Dig on this et qui commence à il claque Mary Jane Watson, je trouve ça terrifiant. Et toute la séquence où il danse, elle est géniale, enfin premier degré, je la trouve vraiment très bien pensée. En fait, elle est... Je vois en fait l'argument en fait de pourquoi les gens ont trouvé ça un peu ridicule complètement. En fait c'est très cartoon. Mais oui, mais c'est ça en fait, c'est ridicule. Mais je sais pas je saurais pas vraiment expliquer pourquoi ça passe. Le film en fait dose extrêmement bien ces moments très premier degré et des moments un peu comme ça, même en les mélangeant, du coup comme ça en fait il arrive très bien à les mélanger et je sais pas, moi j'en ai pas. Mais en fait, je dirais que ce qui marche très très bien dans ce film-là, c'est que le méchant principal du film, c'est Spider-Man. Oui. C'est que c'est une étape de l'histoire de ce qu'il voulait être. Sa trilogie de 4 films, sa quadrilogie, où l'antagoniste, voilà, c'était Peter Parker, parce que dans le premier, il arrive à se découvrir les pouvoirs, dans le deuxième, il s'affirme comme homme, et là, du coup, c'est quand il a tout réussi, et justement, c'est la dernière leçon à apprendre de Spider-Man, c'est que tu peux aussi devenir l'ombre de toi-même, littéralement. Et que en fait toute la séquence où il est le Dark Spidey,
c'est ridicule parce que justement on se moque du personnage parce que c'est le comportement qu'il ne faut pas avoir en tant que personne, et du coup on le tourne en ridicule et c'est quelque chose qui serait passé dans les vides. Et là du coup la rupture de ton elle est très brusque. On est d'accord qu'elle est très très brusque, mais après genre même si on déteste ça, enfin je veux dire le film dure 2 heures et quelques, ça reste super bon aussi. C'est contrebalancé par des scènes qui sont quand même nettement plus premier degré, voire plus sombre. Hein. Moi je pense au combat contre l'homme sable dans le métro. Ouais. Vraiment on a l'impression que Spider-Man, qui est la petite araignée sympa du quartier, veut absolument annihiler ce mec, c'est-à-dire le tuer, hein, on est d'accord. Il aurait dû bout quoi. Oui, il y a vraiment un côté très vénère en fait de Spider-Man qui n'était pas foncièrement dans les 2 premiers en fait. Bah c'est ça. Et du coup, je trouve que pour moi ça fait partie d'un tout, honnêtement. Il y a un trop plein de méchants, et il y a un comment il s'appelle le personnage de Harry, son ami, qui a une utilisation très limite dans le film, qui est un peu bizarre. On en avait parlé, ça aurait été mieux si effectivement il avait pu faire une quadrilogie et s'occuper d'Harry dans le dernier. Dans le dernier, c'est ça, exactement. Parce que là c'est vrai qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe en fait avec les 2 autres, et on se dit ouais mais c'est con parce que c'est quand même un arc qui est là depuis le premier, donc super important. Mais ça reste quand même que je préfère le 3 au premier, tu vois. J'ai toujours adoré le 3, vraiment. Le premier est très bon, mais Spider-Man 3, je suis un gros dingue de ce film, et je sais pas. Non mais je suis d'accord, il aborde quand même pas beaucoup de choses. C'est ça, il parle de beaucoup de choses et plutôt bien en vrai. Et ouais, les thématiques me parlent. Ensuite, un que j'aimerais beaucoup parler, dont j'aimerais beaucoup parler, c'est John Carter de Mars de Disney, qui a failli couler Disney. J'aurais aimé qu'il réussisse à couler Disney, mais malheureusement Disney a survécu et pas John Carter, alors que John Carter est un des très bons live action qu'ils nous ont donné ces dernières années. John Carter, du coup, pour ceux qui connaissent même pas, c'est un film qui est sorti en début 2010, dans les années 2010, voilà, et qui misait sur un gros blockbuster de science-fiction, de space opéra, un peu d'heroic fantasy quand même aussi. Oui, clairement. Même surtout l'heroic fantasy d'ailleurs. Clairement, à la base, John Carter, c'est des romans. Des romans de Beroff, c'est l'auteur de Tarzan. Déjà, en plus. Et qui du coup, en fait, la plupart des gens connaissent John Carter, enfin pas la plupart des gens, mais c'est vrai que du coup, on voit souvent passer les affiches des romans de John Carter qui étaient du coup faites par Frazetta, qui du coup avait vraiment une vibe très pulp, très 60s, d'heroic fantasy dans l'espace, parce que du coup c'est vrai que c'était un mélange qui était souvent fait à l'époque. Ouais. Et ce film est incroyable. Oui, parce que du coup tu parles de science-fiction dans l'espace, mais c'est exactement pas ce qu'on attend d'une science-fiction dans l'espace. C'est vraiment le côté aride, tatooinesque, mais un peu barbare de la science-fiction. Et comme tu dis, en fait, le film arrive vraiment à doser de passer du western et de twist de genre au bout de 15 minutes sur de la heroic fantasy spatiale. Je dirais que c'est un peu le mélange entre ce qu'aurait dû être un bon film de Prince of Persia avec Conan le barbare. Oui, clairement, la comparaison avec Conan peut être faite parce que du coup, c'est des héros qui. Enfin, John Carter et Conan, c'est des héros qui datent à peu près de la. Conan est un peu plus vieux. Mais c'est le même style de personnage. C'est le même style de personnage, c'est-à-dire que c'est le même. Pas d'univers, mais. Je sais pas, il y a une vraie similarité entre les deux. C'est 2 mecs. Oui, en plus, ce qui est bien en plus avec le film, c'est que le personnage de la princesse de Mars, quand même le personnage le plus important de l'univers de John Carter, est vraiment très cool parce que ce qui est vraiment bien fait, c'est que la politique, elle est un peu de bas étage dans le film, mais on va dire que le gros est compris très vite. Après les romans de John Carter en soi ne vont pas. Enfin, sont pas non, ils sont pas particulièrement des politiques. Très profonds, très c'est sûr. Mais je veux dire qu'on sait toujours où le film va. Tout est super bien casté. Enfin, c'est vraiment bien. Clairement, les effets spéciaux, ils sont insane. Et vraiment, les Tarks, ils sont trop cool. La race extraterrestre qui accueille John Carter comme une sorte de nouveau membre de la famille, c'est vraiment génial. Et ce que j'ai beaucoup aimé personnellement dans le film, ce qu'ils ont très bien retranscrit, c'est juste l'histoire d'un cow-boy lambda qui se retrouve sur Mars et qui se retrouve marié à une princesse de Mars, et il se retrouve dans un univers de dingue. Et quand il est renvoyé sur Terre, il passe le reste de sa vie à essayer de se persuader que c'était vrai et d'y retourner. Et c'est vraiment cet élément-là un petit peu, tu sais, qui est repris dans Rick et Morty, quand Morty il se réveille de la machine. Mais où est ma famille? Mais c'est un jeu vidéo. Vraiment ce côté, mais est-ce que c'était réel? Est-ce que vraiment j'ai perdu tout ça? Comment je fais pour y retourner? Ce segment-là dans le film avec son neveu ou son cousin qui essaie de comprendre, tout ça c'est vraiment très chouette. Et ouais, c'est un film qui est touchant et qui est parfois un peu kitsch,
mais justement c'est un peu ce qu'on attend de ce genre de Ouais, récit en vrai, pulp aussi. le côté kitsch du film passe extrêmement bien en fait. Ouais. Il n'y a pas de. Il y a rien à redire là-dessus. Mais surtout, en fait, moi, ce qui me gêne vraiment avec John Carter, c'est vraiment le fait qu'on est obligé de le réhabiliter là maintenant. Ouais, exactement. C'est le problème en fait. Le Juste marketing. parce que un marketing était absolument terrible. effroyable. Ouais. Et personne n'a entendu parler du film, c'est pour ça qu'il a failli couler Disney, c'est qu'il a coûté extrêmement cher et personne n'est allé le voir. Et c'est vraiment dommage. Moi, personnellement, toi je sais que t'aimes pas trop, mais je le range à côté de Tron Legacy, qui est une des meilleures réals de live de Disney et qui du coup a un petit peu bidé aussi. Et c'est dommage du coup parce qu'ils refont plus des choses comme ça. Ah oui. Et... Non, mais tu comprends, les remakes live action ça marche tellement mieux. mais oui, littéralement. Oui, non, c'est le qualité, problème. je parle. Ouais. Ensuite, on voulait parler, je crois, tous les deux, on va rester sur la Heroic Fantasy de Conan le Barbare. De Conan le Barbare. Conan le Barbare. Ah, alors, à réhabiliter, effectivement, mais du coup, c'est vrai qu'on a Oui, eu le débat parce que oui, il y a quand même ça. il a quand même un statut culte maintenant. C'est vrai. C'est vrai qu'il a un gros statut culte, surtout aux États-Unis. Même si il y a toujours l'image Voilà. le Fossoyeur en avait parlé, c'est qu'il y a toujours l'image de Conan le Barbare qui du coup ont été beaucoup véhiculées quand même par les gens qui n'ont pas vu le film et qui ont vu les images du film, sans doute de Schwarzenegger et surtout les comics Marvel, même si ça a changé maintenant. Bah, même- Le personnage a bien évolué dans Marvel aussi. Oui, et puis beaucoup, surtout Mais, tous les rip-off Conan, les tous les simili rip-off, Conan qu'il y a ouais. eu après. Dont un que je vous conseille, qui est absolument effroyable mais qui est très drôle, qui s'appelle les Barbarians. Du coup, si vous voulez deux bodybuilders, ceci de Bernard Tapie, c'est incroyable. mais oui, effectivement, tous les rip-offs de Conan Je pense que ça n'a pas aidé. qui ont contribué du coup à la Ouais. réputation. Et pourquoi, du coup, effectivement, ne doit-il pas avoir cette réputation? Parce que Conan est un film beaucoup plus complexe qu'il en a l'air. Ouais, moi j'aime bien cette catégorie, c'est les films qui devraient pas être aussi bons. Oui, Il n'y a oui, aucun clairement. sens qu'il soit aussi bon ce Non. film. Il est déjà une des meilleures OST de l'univers Déjà, de écoutez notre ça. planète. Achetez le vinyle. Ah oui, oui, oui. Même si vous n'avez pas de quoi le lire, vous grattez, vous faites Ih et là, vous Ah allez oui. entendre la musique, c'est incroyable. Les cadres et la photographie, ils y vont à fond. Enfin, c'est un film qui a des partis pris dans son propos déjà. Et qui arrive, t'as vraiment l'impression de voir une genèse d'un héros mythique dans son enfance, de ses combats muets entre le méchant et sa mère, enfin combat, exécution plutôt, et la façon dont il Enfin, voyage, c'est voir nos acteurs préférés gambader dans les fougères, comme dit très bien le Fossoyeur, c'est exactement ça. Et tous les effets pratiques, la musique, vraiment c'est une envolée lyrique d'un personnage qui extrait d'un bouquin. On a vraiment l'impression de lire un roman pulp, et c'est un truc qui arrive, mais à ce niveau-là, qui ne m'est jamais arrivé. Même John Carter, que j'aime beaucoup, j'ai encore joué un petit peu le studio, les effets. Vraiment, avec Conan, John Milius, il a juste mis sa caméra dans l'univers de Conan. Ah oui, non, c'est de l'heroic fantasy cru, c'est qui va pas avec le dos de la cuillère, quoi. C'est vraiment c'est de l'heroic fantasy comme il aurait dû en avoir beaucoup plus à l'époque, en fait. C'est exactement ça. Après, ils ont essayé, mais Oui. juste John Milius était trop fort, quoi. Ah oui. C'est Mais après, tout. ce genre d'heroic fantasy en fait sauvage et violente, c'est Ouais. vrai qu'on en a pas eu énormément. On en a pas eu La beaucoup, science-fiction de l'époque, c'était pas la science-fiction, l'heroic fantasy de l'époque, pardon. C'était beaucoup Willow par exemple, ce genre de choses. C'était plus Ouais, c'était plus de la féerie, quoi. voilà, Enfin, c'était plus de la fantastique. high fantasy. High fantasy, qu'on dit, c'est je comme crois. ça, ouais. Ouais, c'était plus de la high fantasy. C'était vraiment plus Ouais. des décors grandioses, des beaux De la costumes. neige. De la neige, du coup. Alors que Conan, c'est brut, c'est-à-dire que Ouais. voilà, c'est. Il n'y a pas de magie, il y a des épées. Oh, il y a de la magie, il y a de la magie. Il y a de la magie, mais Conan Mais, n'a pas la magie. Voilà. Mais si vous êtes féru d'Heroic Fantasy, on vous conseille Tigra, qui est un long métrage d'animation en rotoscopie du coup, dont beaucoup de DA a été préparé par Frazetta lui-même. Et surtout pour du live action d'Heroic Fantasy, Dar l'Invincible, Who's the Beastmaster, qui est une The curiosité un petit peu même 3 échelons en dessous de Conan, mais qui voilà encore ce côté combattre des sorcières parce que la magie c'est le mal et vraiment t'as un côté d'Heroic Fantasy pulp qui est sympa aussi. D'ailleurs, pour y revenir, j'avais une autre théorie pourquoi Conan, effectivement, du coup, a été assez. Pas mal chié à la gueule, du coup, à l'époque, parce que du coup, effectivement, maintenant, on fait la différence. Mais il y a eu Conan le Destructeur qui est sorti pas très longtemps c'est après. sa suite. Ouais. Qui est une honte sur pellicule. Vraiment, c'est l'incarnation même de la honte sur pellicule. Ouais. Surtout pas le remake avec Jason Momoa qui est aussi nul. En fait, le seul bon point, c'est Jason Momoa qui, du coup, convient parfaitement Il pour a le été rôle. réalisé par le mec qui a fait le 7ème fils. Voilà, qui est une merde aussi. Voilà. Nous avons un dernier film à vous présenter. Twilight. Oui, Twilight 3. Tentation. Surtout. Sans doute, je sais pas. Non, Predator 2. Predator 2. Predator 2. Voilà, on profite de la sortie de Prey, du coup, qui est sortie il y a 2 mois.
qui Qui est très sympa. qui est bon. Qui est très sympa, ouais. Mais du coup, pour moi en tout cas, il n'est pas aussi sympa que Predator 2, The OG, qui est un film voilà, que très peu de gens ont vu, qui a son statut culte parmi les fans de Predator, mais encore faut-il faire partie de la fanbase de Predator, ce qui est assez niche quand même en France. Oui, déjà, mais il a son statut culte parmi les fans de Predator, mais c'est vrai qu'il a un statut quand même de film vraiment pas apprécié aussi non plus par les gens. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a une différence. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas Predator, c'est une équipe de mercenaires qui va dans la jungle pour du coup un contrat en fait. Sur les guerrieros locaux, voilà. Voilà, et ça a d'être un film d'action au bout de 20 minutes pour devenir un anti-film d'action. En fait, c'est une sorte de slasher où on met à mal les plus grandes figures du cinéma d'action des années 80 pour se faire traquer par une créature qui est plus forte qu'elle, et du coup toute la mise en scène va s'articuler autour de sa présence, son absence et voilà, parce que bodybuilder et incroyablement stock avec des cigares et des flingues, ça ne fonctionne pas du coup contre musclé ou pas, on meurt pareil. On meurt pareil effectivement, un commentaire pour ceux qui n'aiment pas Prey à cause de ça hein. Alors le 2, voilà, ça prend en fait le parti inverse d'utiliser la jungle urbaine, voilà, de mettre l'homme comme le chien errant qu'il est dans Los Angeles, c'est ultra violent. Super idée, hein. C'est vraiment incroyable. Franchement, on dirait que le film n'existe pas quand on en parle, genre tellement c'est une bonne idée. Mais si, il existe et c'est Predator 2. Et ça se base surtout en fait voilà, autour d'une enquête, parce que oui, c'est un film d'enquête. Notre bon héros cette fois-ci joué par Danny Glover. On n'est pas forcément l'acteur qu'on aurait vu. Non, prendre la suite, pas un mec, c'est pas le mec genre qu'on voit par exemple à la cour de récré après le premier Predator où on est en mode ouais, tu vois qui affronter le Predator après, genre oh le mec de l'arme fatale, lequel, tu sais le grand, le vieux là. Hein bah, c'est un peu comme mettre Bruce Willis en héros d'action après Claire de Lune, quoi, tu vois. C'est prendre un acteur qui du coup effectivement est très différent du personnage principal du premier. Et puis... Ouais, voilà, parce qu'en fait, du coup, la menace des protagonistes vient pas du fait que ce sont pas des mercenaires, mais des commandos d'élite ultra burnés. C'est vraiment le fait que voilà, ils sont au milieu d'une guerre de gangs ultra violents, et c'est plus les gangs qui sont du coup les humains dangereux. Et le Predator, lui, il s'amuse à suck. Et ce qui est cool, c'est que il savait, le mec qui a fait ou qui a écrit Predator 2, que la créature n'était plus à présenter, donc le système horrifique ne tournerait pas de la même manière en fait, parce que le premier... il fallait se réinventer. Voilà, il fallait se réinventer exactement, comme avec Aliens au final. Même si je trouve Aliens largement plus réussi que Predator 2, dans l'utilisation de la créature. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que vraiment, on sait, nous, spectateurs, ce qui se passe, et le Predator est quand même beaucoup plus vite découvert, quoi. C'est surtout, on voit les gangs un petit peu se dire, mais qui répand la mort parmi les pellicos qui sont en train de se fusiller en pleine rue. Et en fait, le Predator ne va pas faire de différence entre bon flic et bon cartel, il va juste tous les fumer. Alors évidemment, c'est un petit peu compliqué de mener une enquête parmi tout ça. Et intéressant par rapport au petit truc intéressant par rapport au cartel aussi. C'est que du coup le Predator pour eux a une aura très mystique, oui, en fait, c'est vrai. qui est très intéressant, qui rappelle du coup effectivement qui tourne autour un peu du vaudou à l'intérieur, qui est très bien vu. Chaman qui est un chef de gang du coup qui se fait détruire par le Predator, très très bien fait. Mais qui du coup donne une aura très mystique en fait pour ces hommes et dans le film en fait. Ouais, d'ailleurs élément repris dans la BO, la bande originale qui est du coup encore meilleure que l'OST du premier, qui est encore une fois faite par Alan Silvestri, ce bon monsieur. Qui du coup est aussi le compositeur de la musique de Mac et moi, hein, si vous êtes vrai. Oui. Oh merde. Il s'est occupé de la BO de Mac et moi, on pompon allègrement E.T. Oh non. C'était dans le chroma. Je savais pas que c'était Alan Silvestri. Et c'est ça qui m'a surpris la première fois que je l'ai vu. Bah oui. Mais du coup là il utilise beaucoup de bongos. Il goes Kong. Mais on a vraiment cette esthétique de la jungle dans l'audio. Mais du coup vu que c'est filmé avec la ville, ça marche très très bien. Et c'est le film qui donne le plus chaud au monde. C'est vraiment la poisse, la moiteur. Oui, c'est vrai que tout le monde suit. Hein. Ouais. Voilà, c'est la fin du coup de cette premier essai vidéo. Voilà, on a fait un thème qu'on aimerait beaucoup, mais on est vraiment resté très. On est sur la surface, hein, très sur la surface. Ouais. En surface. On refera du coup effectivement des trucs si on veut aller plus en profondeur sur un film en particulier. Sur un sujet ou sur une thématique. Vu que Halloween arrive, on aura peut-être des trucs à parler, notamment de peut-être Carpenter, voilà. Voilà, Carpenter, on va en parler de Carpenter. Bah merci. Mais je t'en prie. À bientôt.